J'ai mis en scène une pièce de théâtre. 10 mois de travail, dont 7 mois de pratique. Un travail à temps plein. Des hauts, des bas, une montagne russe d'émotions. Aujourd'hui, je vous parle de tout ça, de A à Z, avec le plus d'honnêteté possible. Aujourd'hui, dans ce 4e épisode, on va causer des dernières répétitions avant les vacances. On va plonger dans une description encore plus détaillée de c'est quoi une semaine dans une vie de metteur en scène à l'université. Et finalement, je vais décrire rapidement comment mes vacances de Noël, loin du procès, se sont passées. Mais avant tout ça, parlons d'une soirée qui a été super importante, à savoir celle où on a filmé la bande-annonce. Pour le procès, je voulais créer une bande-annonce et j'en ai fait une. Je voulais absolument en faire une parce que, j'avais beaucoup aimé en faire une pour Alice, un an auparavant, puis 2, je voulais me démarquer des autres projets amateurs. Moi, 4 comédiens et Martine, qui, je le rappelle, était l'une des scénographes, on s'est rencontrés chez l'un d'eux. J'ai commencé les 30 premières minutes en installant le décor, entre guillemets, c'était juste un drap noir, et en expliquant ma vision, en montrant aux comédiens le découpage technique. D'ailleurs, la veille, j'ai dessiné un découpage en prenant en compte à quel moment les coupes auront lieu, à quel moment seront les cues musicaux, genre les paroles, les sons de la guitare, etc. pour que ce soit satisfaisant à l'oreille. Puis, les 2h30 restantes, on a filmé 8 plans. Bon, il y en avait 4 que c'était juste des plans de chaque comédien qui regardait la caméra, puis fermait les yeux. Donc, d'abord travailler le focus de la caméra sur mon téléphone, car oui, j'ai filmé la bande-annonce sur mon téléphone. C'était extrêmement facile. Ces 4 plans, tout seul, ils m'ont pris 30 minutes. Les autres plans ont pris 30 minutes chaque à filmer. Ce qui est super important si vous voulez filmer quoi que ce soit, comme tout en fait, c'est super important de rester loyal à votre horaire. C'est mieux de faire une pré-production plus longue et plus poussée pour ensuite avoir un tournage sans, ou at least le moins possible d'embûches. C'est pour ça que Martine était là pour keep up avec l'horaire, pour avoir un feedback sur les plans, s'il était bien ou pas. Bref, ça a été, no joke, le tournage le plus plaisant que j'ai eu parce que, déjà, c'était un tournage facile, mais aussi parce que j'avais fait beaucoup de préparation en amont. Mais pourquoi la bande-annonce ressemble à ça? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire ces choix artistiques-là? Tout d'abord, j'insistais pour que la bande-annonce soit en noir et blanc, pour rendre hommage au film d'Orson Welles. Puis ensuite, j'ai choisi la chanson I Love de Mother Mother parce que déjà, c'est un groupe que j'apprécie énormément, mais aussi parce qu'il y a une chanson du même groupe qui est dans la pièce. Et finalement, parce que le style punk rock, ça a la même vibe que beaucoup d'autres chansons qui apparaissent dans le projet final. Et dans le montage, j'ai choisi 100 mots qui apparaissent frénétiquement à l'écran pour caractériser la vibe oppressante de certaines scènes de la pièce, des mots importants genre coupable ou innocent, mais d'autres mots qui caractérisaient les autres personnages de la pièce. Sérieux, je vous invite vraiment à aller la revoir, mais en 0.5 pour découvrir des mots que vous auriez peut-être pas découvert autrement. Mais finalement, j'ai choisi 4 personnages qui allaient apparaître dans celle-ci, Joseph et Lena, parce que c'est les personnages les plus importants de l'histoire, mais les 2 autres personnages sont celui du narrateur et du juge. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé la question pourquoi, notamment les 2 interprètes. Premièrement, parce que je voulais montrer des personnages qui n'étaient pas jusqu'à présent montrés dans la communication, notamment celle des exclamateurs. Et 2, c'est les personnages qui, selon moi, ont le plus d'influence sur ce qui se passe dans la pièce, sur le déroulement de la pièce. Le juge, évidemment, parce que c'est le plus important de la hiérarchie, mais le narrateur, car c'est littéralement lui qui tient l'histoire entre ses mains. Puis je tiens à dire que beaucoup de gens m'ont dit « Oh my God, félicitations pour la bande-annonce, c'était vraiment ambitieux. » C'était vraiment pas si difficile que ça. 2 heures de pré-production, 3 heures de production, puis gros max 2 heures de montage. À part le montage, où il faut quand même quelques techniques et de connaissances, je pense sincèrement que n'importe quel metteur en scène pourrait faire une bande-annonce, puis j'espère sincèrement pouvoir faire une bande-annonce pour mes prochaines mises en scène. On a juste utilisé un drap noir, mon téléphone, puis la connaissance des acteurs et de leur talent d'acteur pour créer une ambiance qui restait avec les gens. Bref, si tu as une identité qui est propre à ta pièce, filmer une bande-annonce, sérieux, c'est vraiment pas compliqué. C'était pas tant une répétition le 13 novembre, mais plus un recap technique de tout ce que nous avions fait jusqu'à présent. On était tous assis autour de la longue table du jeudi, devant la fiche technique que j'avais fait en amont, à se distribuer les éléments de décor à déplacer. On a attribué à chacun des comédiens les décors qu'ils ou elles vont avoir besoin de déplacer, quand, au rythme de quelle musique, etc. Bon, il y a eu beaucoup de détails qui ont changé lorsqu'on est entré en salle, à cause de la grandeur des décors. On y reviendra en temps et lieu.
Et mon ami Léo a expliqué aux comédiens qui sont attitrés au lit de Mademoiselle Bosner et de Joseph comment les déplacer pour que ce soit sécuritaire, même si en soi, cette rencontre nécessitait pas tout le temps qu'on avait prévu à la base, puis ça aurait pu se faire sur Zoom. J'ai bien aimé cette pratique-là, jaser sans stresser sur le temps. On a aussi pratiqué les saluts. Bon, j'ai appris que mon équipe, même s'il y a beaucoup de qualité, n'est pas celle qui a le plus de talent en tempo. Pour moi, on a travaillé les saluts hyper rapidement, à peine 20 minutes, alors qu'on a dû les retravailler en janvier à la générale. Mais bon, pour la prochaine fois, je le saurai. C'est aussi à cette pratique-là que le stress de certains comédiens qui, à la base, n'étaient pas tant présents, a commencé à se montrer. Parce que des trucs dans leur vie personnelle, participation à plusieurs projets en même temps, etc. Et vu que mon épisode de stress du mois d'octobre est passé et que je sais à quel point ça a été difficile pour moi, j'ai essayé d'être le plus présente possible pour eux. Est-ce que j'ai réussi sur ce niveau? Pas toujours, mais je pense avoir fait une petite différence. Le soir de cette pratique-là, j'ai regardé un documentaire sur l'acteur principal du procès de Wells, Anthony Perkins, et oh my god, ça m'a juste donné plus de motivation pour faire une bonne pièce, se forçant à faire de la thérapie de conversion à électrochoc pour devenir, entre guillemets, hétérosexuel, pour continuer à rester conforme à ce que la société attendait de lui, un peu comme Joseph K. qui fait tout pour être conforme à ce qu'on attend de lui juridiquement, émotionnellement et professionnellement. J'ai vraiment trouvé Perkins touchant dans tous les rôles que j'ai eu la chance jusqu'à présent de découvrir à l'écran. Puis grâce à ce documentaire-là, c'est devenu une motivation de plus pour faire un travail de qualité. Le 20 novembre, à cette date-là, on avait pratiqué la fameuse scène entre Joseph, Léna, Bloch et Auguste. Dans celle-ci, Auguste, joué par Pierre, évidemment, essaie de montrer à Joseph sa puissance en l'humiliant et en humiliant Bloch, joué par Patrice, en compagnie de sa meilleure amie, Léna, jouée par Anna. Le but de ces scènes, pour moi, était de caractériser de manière physique, deux manières différentes, les deux différentes classes sociales présentes dans le lieu en question. D'un côté, on a Auguste sur son lit avec plein d'oreillers et Bloch à ses genoux. Et de l'autre, on a Léna qui prend Joseph dans ses bras par derrière, fait que Joseph se laisse aller, se fasse manipuler et semble petit en comparaison. C'était beaucoup moins facile que prévu. Il fallait déterminer à quelle réplique Anna prenait Olivier dans ses bras. Ça pouvait pas être pendant que celui-ci parlait parce que sinon on l'entendait pas. Puis je voulais que sa posture change drastiquement lorsqu'il sent le toucher d'Anna. Et quand ta posture change, ta voix aussi a tendance à changer, puis ce que je voulais pas. Puis de l'autre côté, il fallait construire le personnage d'Auguste qui reste constamment dans son lit. Comment le rendre imposant alors qu'il est toujours au même endroit? C'est une scène où je sais que les comédiens ont beaucoup travaillé quand on est arrivé plus proche des représentations, ce que j'apprécie énormément, évidemment, de leur part. Bref, cette semaine-là, j'ai dû énormément faire d'un point de vue aussi publicitaire. Léo est venu chez moi, on a fait le montage des différentes capsules publicitaires. Il a fait le montage de 5 capsules, j'en ai fait 7 plus la bande-annonce. Et ensemble, on a fait un horaire de publication qu'on a ensuite partagé à Vincent, qui a été chargé des publications sur Facebook. Au début, on était un peu frustrés parce que la bande-annonce, j'ai dû la refaire 3 fois parce que l'effet que je recherchais était pas 100% parfait. Oui, je vous avais dit que j'étais perfectionniste. Also, pour vous donner une idée, une capsule prend environ 45 minutes à monter, dépendamment du nombre de coupures à faire. Et pour celle de Joe et Pierre, celle d'Olivier aussi, ça nous a pris 2 heures parce que, notamment, la tablette de Léo arrêtait pas de faire des crashs. Bref, on l'a fait. Puis pourquoi on l'a fait d'ailleurs? Parce que de un, je voulais vraiment faire de la publicité de qualité. J'ai de l'expérience en montage, j'ai de l'expérience en communication, ce serait con de pas s'en servir. Et de deux, je voulais vraiment créer une identité visuelle claire à mon projet. Par exemple, dans la quasi-majorité des publications pour le procès, le haut du procès est en vert pour caractériser le veston vert de Joseph, mais aussi pour caractériser un œil qui le regarde constamment. Est-ce que j'ai poussé l'allégorie un peu trop loin? Peut-être. Les bandes annonces en noir et blanc, je voulais rendre hommage au film de Wells. Et j'ai créé un univers et je voulais que les gens aient envie d'y plonger, d'en savoir plus, tout en se familiarisant déjà beaucoup sur qui sont les différents personnages, qui sont les différents acteurs jouant dans le spectacle. Je sais que c'est pas tout le monde qui a un contrôle sur la publicité de leurs pièces. Moi, j'ai été chanceuse, mais j'ai insisté pour en avoir un. Je le redis, si vous cherchez quelqu'un pour faire des montages de bande-annonce ou des montages de vidéos pour X ou Y raison, contactez-moi et on s'en reparle. Oui, je fais ma pub. À la moitié du podcast, il y a quoi? 27 novembre, cette journée-là, j'avoue, j'ai pas été très focus sur le jeu des acteurs. Pourquoi? Parce que l'enchaînement de la scène 11 jusqu'à la fin du spectacle, dont la moitié du show en somme,
J'étais là pour découvrir mon travail et essayer de me mettre dans la peau d'un spectateur qui le verrait pour la première fois. La seule scène qu'on n'a pas inclue, c'est la scène entre Anna, Patrice et Olivier parce qu'on l'avait juste jamais pratiquée, parce qu'on était supposé la pratiquer la semaine précédente. Donc on a joué toutes ces scènes-là, sauf celle-ci. Puis j'ai vraiment eu du fun overall. À la toute fin, j'ai même versé une larme en voyant tout le travail qui avait été accompli, tout le stress que j'ai vécu durant le mois d'octobre a porté ses fruits. Puis même si rien n'est parfait, j'ai vu ce soir-là que mes comédiens croyaient autant au projet que moi. Antoine est venu prendre des photos de la majorité des comédiens avec son matos de fou. Je me sentais vraiment comme si je participais à un projet, un photoshoot professionnel. J'avoue que looking back, j'aurais fait une autre pose pour ma photo, une qui me représente plus, mais j'étais pas assez confiante cette journée-là devant la caméra. C'était aussi la première pratique dans laquelle Charlotte a participé. Bref, tout le monde en costume, Charlotte, Léo, Martine à mes côtés, la salle du Jordi qui est trop cool, l'ambiance générale était pour le professionnalisme. Oh yeah! Le 4 décembre, cette date-là, c'était réservé pour retravailler toutes les scènes qui étaient nécessaires avant notre premier enchaînement complet de la pièce, qui était 2 semaines plus tard. Je me souviens pas de toutes les scènes qu'on a retravaillées cette journée-là. Ma mémoire est bonne, mais pas à ce point-là. Je me souviens de 2 séquences en particulier. La première, c'est la scène de fin. Vu que la fois où on l'avait placé, Emmanuel n'était pas présent, c'était vital pour moi de travailler avec lui les différents mouvements versus la stoïcité de son personnage. Et l'autre scène que je voulais retravailler, c'était les scènes avec l'inspecteur, parce que vu que Pierre-Romain partait en France pour les vacances, il allait manquer 2 de nos 5 enchaînements. Alors c'était vraiment important pour moi qu'il parte avec ses mouvements et ses intentions mémorisées. Son départ en France a été un gros stress en tant que metteur en scène parce qu'il avait quand même une grande importance sur les premières scènes de l'intrigue, mais on va en parler plus tard, il a super bien fait ça. Je trouvais ça très cute, Olivier, il avait emmené une copie du script de Orson Welles qu'il avait trouvé à l'UQAM. C'était vraiment drôle de voir les photos et les quelques phrases du livre et comparer à notre version, surtout pour ceux qui n'avaient pas encore vu le film. Le 4 décembre, c'est 2 mois avant les représentations. Moi, apprendre cette information-là, ça m'a vraiment donné un boost de créativité, mais j'ai remarqué que c'était pas le cas pour tout le monde. Puis que certaines personnes étaient stressées par le peu de répétitions qui nous restait, surtout en comptant le break de Noël. J'ai essayé le cadre de faire relativiser les gens, mais je pense pas que ça a fonctionné. Par contre, le vrai stress, c'était la vente de billets. 60 billets vendus seulement. C'est là que j'ai réalisé que peu importe la pub de fou que j'allais faire, peu importe les efforts que j'allais mettre dans la communication du spectacle, les gens allaient acheter leurs billets dernière minute. J'étais tellement obsédée à l'idée de jouer plus que 3 soirs. Je rappelais tellement constamment aux comédiens de vendre des billets, ce qui, je pense, les a un peu poussés au stress. Puis c'est ce soir-là que j'ai eu la réalisation. Puis c'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'insister. Puis au final, on a joué 4 soirs. Je le saurai pour la prochaine fois. La vie allait bien. La veille, j'avais déménagé dans mon nouvel appartement sur le plateau. Puis vous savez, c'est quoi l'une des premières choses que j'ai faites? C'est un peu quétaine, mais je me suis rendue au parc dans lequel se trouve le centre Calixol à la Vallée, là où nous allions jouer parce que mon nouvel appartement est à 20 minutes de marche. Je me suis assise, puis j'ai regardé la bâtisse, puis ça m'a vraiment fait quelque chose de savoir que j'allais être une des prochaines à y monter une mise en scène. Mais tout se passait trop bien. 11 décembre. Comment décrire le 11 décembre? À part que c'était l'enfer. 2 jours avant, j'ai été malade comme je l'ai rarement été dans ma vie. Le mardi, je me suis réveillée sans être capable de bouger. Littéralement. Je faisais un mouvement et c'était un choc électrique de la tête aux pieds. Chris, j'ai failli m'évanouir en ouvrant une conserve. J'ai texté mes comédiens, à savoir Patrice, Anna et Olivier, parce que c'était la même pratique qu'on avait manqué une première fois pour leur donner des updates, mais je savais qu'au fond de moi, il fallait que cette répétition se fasse. On l'avait déjà repoussée, c'est la seule scène qu'on n'avait jamais installée, et avec mon horaire de fou, il était impossible pour moi de sacrifier un autre congé au travail. Alors j'avais 2 options. Soit j'y vais, j'y donne des indications un peu botchées, mais on le fait, ou on annule complètement et on la pratique à l'arrache avant un déroulage. J'allais chez mon père pour un repos très mérité. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant dormi. J'étais complètement exténuée. Mon corps était en meilleur état pour le jeudi, mais j'étais clairement pas à mon meilleur. D'ailleurs, j'en ai parlé aux comédiens la semaine qui a suivi, mais comme j'étais tellement malade que la seconde où la pratique a fini, tout ce qui a eu lieu aujourd'hui s'est évaporé de ma mémoire et ma maladie a empiré. C'est comme si mon corps s'est dit « Ok, là, c'est vraiment important. On va pas la laisser tomber là. »
Puis honnêtement, j'en suis reconnaissante pour ça. 18 décembre, finalement, la dernière pratique avant les vacances. Notre tout premier roulage. J'ai essayé de parler individuellement avant le début du roulage pour savoir comment chaque comédien se sentait, et même si ça va paraître évident pour certains, mais plus le nombre de répliques et le temps d'apparition était grand, plus le stress était important. Mais c'était bon à savoir, comme ça j'ai pu analyser si la qualité de la performance avait un lien avec la quantité de stress, et parfois ça avait un plus gros lien qu'on le pense. Mais honnêtement, tout s'est beaucoup mieux passé que je le croyais. J'ai l'impression de dire ça à chaque épisode, mais c'est vrai. Les scènes s'enchaînent pour la plupart bien, les répliques étaient pour la plupart apprises, la chimie entre les différents personnages était pour la plupart là. Bref, je m'attendais à un 5 ou un 6 sur 10, mais à la place, j'ai eu un 6.5. J'étais vraiment satisfaite. Puis pour combler le stress de l'absence de notre inspecteur, j'ai trouvé une solution. Eva avait la tâche de le remplacer dans toutes les scènes dans lesquelles il était présent, jusqu'à temps que notre inspecteur revienne. Et elle a vraiment fait un bon travail. Elle a pris des notes, elle lui a posé des questions avant qu'il parte, puis elle a même pratiqué avec son chapeau. Je trouvais ça drôle parce qu'elle a pris ses notes dans le Google Doc avec le texte original. Ça m'a fait rire de voir à quel point les comédiens peuvent interpréter et prendre en compte des intentions de jeu de manière différente. Exceptionnellement, Daniel n'était pas là pour jouer Tante Viviane et Madame Krupak. C'est Marie-Lou qui l'a remplacée dernière minute. Puis elle aussi, elle a vraiment fait une bonne job, honnêtement. En rétrospective, j'aurais dû filmer ces passages-là pour que Daniel soit pas trop déstabilisé lors de sa première participation à un enchaînement au retour des vacances, mais j'avais oublié. La pratique s'est terminée, on est allé célébrer dans un bar, toute la gang, puis c'était le fun d'interagir hors des pratiques avec des gens que j'ai pas l'habitude de voir en dehors des pratiques, genre Olivier, Anna, Joe et Eva. Cette petite manière de célébrer toute notre avancée jusqu'à présent, même si c'était pour une courte période de temps, c'était vraiment le fun. Est-ce que c'est possible d'être encore plus précis sur comment était ma vie pendant le procès? Absolument. Dans cet épisode, je voulais vous montrer jour par jour ce que je fais pendant les pratiques pour me préparer, mais surtout ce que je fais en dehors des pratiques. Parce que la question qu'on me pose le plus souvent par rapport à ce projet-là, c'est comment tu fais pour avoir une vie sociale? Est-ce que tu dors? À quoi il ressemble ton agenda? Et dans cette portion de l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à ces questions-là. Les lundis, je faisais quoi? Les lundis sont consacrés aux tâches que je dois faire par rapport au procès en dehors des pratiques. Que ce soit contacter les différents comédiens pour X ou Y raison, pour check-up avec les différents comités, pour regarder les vidéos qu'on a prises en pratique, pour travailler sur des idées de publicité, relire mes notes de metteur en scène, gérer des imprévus, écrire le making-of que vous écoutez en ce moment. Je consacre les lundis entre 3 et 4h30 au procès. 3 heures, c'est vraiment le minimum. Quand j'ai pas de tâches à faire, je me force, entre guillemets, à écrire le making-of. Comme ça, je reste dans mon univers de mise en scène. Et entre le mois de novembre et janvier, je me suis imposé un maximum pour pas causer un autre burn-out. Donc, je me lève à 10h, je déjeune, je fais tout ce que j'ai à faire. Dépendamment de l'heure que je finis de travailler, je regarde un film. Et en soirée, je travaille tous les lundis. Je travaillais de 17h à minuit. Les jours de semaine au travail sont plutôt tranquilles. Donc, soit je finis le film que j'ai commencé à la maison, j'apporte un livre, je fais des mots croisés. Oui, vous avez bien entendu. Ou quand j'avais la flemme de travailler sur le procès en matinée et qu'il n'y avait pas trop de clients, je bossais directement sur ma pièce au travail. Je rentrais chez moi à 1h et je faisais dodo vers 2h. Donc ça, c'était les lundis. Les mardis sont consacrés à travailler sur mes autres projets artistiques. Souvent, en déjeunant, je révisais mes répliques pour l'Esprit s'amuse. J'en avais pas beaucoup, puis elles étaient quand même simples, mais mes déplacements, je consacrais pas plus qu'1 heure par semaine. C'est aussi les mardis que j'aimais ça m'asseoir dans ma chambre avec mon iPad pour écrire d'autres scénarios ou retravailler des scénarios que j'avais déjà écrits auparavant. Ça, je pourrais pas dire le nombre exact d'heures que j'y consacrais les mardis parce que des fois, j'ai zéro inspiration puis je fais juste regarder mon iPad avec des yeux de poisson rouge. Ou des fois, j'ai qu'une envie, c'est d'écrire puis j'y consacre 4, 5, voire 6 heures les mardis. C'est aussi les mardis que je nettoie mon appartement. Ou en tout cas que j'essaie. Et que j'essaie, je dis bien essaie de cuisiner. C'est rare que les plats soient bons, mais bon, malgré le fait que je sois le cliché de l'étudiant qui bouffe que des pâtes accompagnées d'une boisson énergisante, faut bien manger. Et les soirs, je partais de chez moi à 18h30 pour aller aux pratiques de l'Esprit s'amuse qui durait jusqu'à 22h. Et souvent, avec barre oblique, on allait boire un petit coup. Je rentrais chez moi, comme les lundis, vers 1h du matin et je me couchais à 2h. J'essaie de dormir un peu plus tôt quand j'avais de l'école le lendemain, ce qui était souvent le cas le mardi. Puis je suis vraiment contente que mes mardis soient comme ça parce que ça me permet vraiment d'avoir une journée dans la semaine où je ne pense pas, voire peu au procès. Mercredi,
Entre le mois de septembre et novembre, j'avais un cours entre 9h et midi, à savoir études somatiques et théâtre. Bon, si vous devez savoir un truc sur moi, c'est que si je me lève avant 10h, je suis vraiment irritable. Thank God que j'avais ce cours-là, parce que oui, il était avant 10h, mais il incluait beaucoup de moments de méditation, ce qui me permettait de relaxer, voire m'endormir des fois en cours. Ce que le prof acceptait, parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Pour ceux qui sont curieux, j'ai eu 95% dans le cours, je suis trop contente. À 12h30, je me réunis avec des amis parfois pour catch-up. J'essaie de consacrer un peu de temps, pas pour devenir folle dans ma chambre. Puis si aucun de mes amis est disponible, par faute de temps, parce qu'on est tous des étudiants à l'université, ben, je vais dans un café, à savoir le Kaizen, qui est juste à côté de mon école, pour faire des devoirs, pour lire One Piece, pour lire d'autres mangas. Je recommande fortement. Après, je retourne chez moi. Des fois, je travaillais les mercredis, très rarement, mais parfois. Et les mercredis après-midi, des fois, j'allais faire des petites séances de natation. Les jeudis, j'avais un cours de 9h30 à 12h30, à savoir genre et sexualité au théâtre. Certes, j'ai besoin de me réveiller avant 10h, mais vu que je me couchais moins tard le mercredi, j'étais capable de au moins grogner quelques mots. Puis le cours est pas tant demandant que ça, donc ça va. J'ai eu 84 si je dis pas de bêtises. On dirait que je me vante, mais c'est pas du tout mon objectif. Je veux juste prouver que malgré mes gros projets, avec ma grande organisation, je suis capable d'avoir des bonnes notes. Et vers 16h30, 17h, je me dirigeais aux pratiques du procès qui avait lieu de 18h à 21h. Les vendredis, cours de 8h30 à 11h30, technique vidéo, au secours. Quelle heure? Je déteste ce cours. Pas étonnant que c'est le cours que j'ai une note le plus basse, à savoir 75%. C'est vraiment difficile de rester consacré. Ça, c'était de septembre à novembre, décembre et la majorité du mois de janvier, obviously, parce que j'avais pas d'école. Et les 2 dernières semaines de janvier, j'avais aussi un cours de 13h30 à 17h30 les vendredis, à savoir histoire du cinéma d'animation. Pour l'instant, le cours, ça va. Pas plus de choses à dire par rapport à ça. En soirée, j'allais au travail comme les lundis jusqu'à minuit. Et vu que les vendredis, il y a peu de clients, quand j'ai du temps libre au travail, je le prends pour compléter les devoirs que j'ai pas réussi à faire durant la semaine, tout simplement. Des fois, je travaillais sur les archives des islamateurs, car oui, en plus de faire une mise en scène, de jouer dans Barre Oblique, j'ai l'honneur de chercher des photos des anciennes pièces de la troupe. J'adore faire ça. Si vous avez besoin de quelqu'un pour faire un travail d'archive pour X ou Y raison, j'apprends, mais hit me up. Fait que c'est ça. Je finissais les vendredis, encore une fois à minuit. Je me couche à 2h. Et les samedis et dimanches, soit je travaillais les samedis puis je prenais plus ce relax les dimanches ou vice-versa. Et j'essayais, c'était pas toujours facile. Mais on va dire, par exemple, je travaillais les samedis, j'essayais de consacrer mes dimanches à mes amis ou ma famille. C'était pas toujours évident. C'est pas mal à ça que ressemble ma semaine. C'est pas toujours comme ça, mais les différences notoires sont souvent juste des journées qui switchent. Exemple, je peux demander à une pratique de l'esprit s'amuse, alors je vais voir des amis. Je switch un shift du lundi avec un collègue du travail qui bosse le mercredi. Mais vous avez une idée globale de comment, en tant que jeune adulte qui fait une mise en scène, comment j'organisais mes journées. Vous avez suivi comment ressemblait ma vie entre le mois de septembre jusqu'au mois de décembre et similairement pendant le mois de janvier. Mais du 18 décembre au 3 janvier, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la mise en scène? J'ai absolument rien fait. Rien du tout. Zéro, nada. C'est pas parce que je voulais pas au début, c'est juste que j'avais pas grand-chose à faire. J'ai distribué les tâches à faire durant les vacances et toutes les tâches que je devais faire, c'était poursuivre les tâches des autres et ou m'assurer que c'était bien fait. J'avais plus besoin d'aller à l'école, même à ma job, elle était fermée entre le 24 décembre et le 2 janvier. Mes parents ont organisé de courtes vacances à New York avec mes sœurs, j'ai vu des amis. Wow, j'ai vraiment eu l'impression que pendant cette période-là, de replonger dans cette période, avant les islamateurs, avant Alice, avant toutes mes ambitions théâtrales, mais encore mieux, vu que je me sens mieux dans ma vie, dans mon corps, dans mes relations familiales et amicales. Est-ce que ça m'avait manqué de vivre une vie beaucoup moins chargée? Oui. Est-ce que je veux revenir à une période sans projet artistique? Non. Je me suis étrangement jamais autant sentie puissante et confiante avec mes projets. Peut-être que dans le futur, je vais me calmer dans la charge de projet. Mais pour l'instant, dans un monde où j'étudie la mise en scène, la meilleure manière d'en apprendre plus sur la mise en scène, c'est de continuer à en faire. C'est pas vrai, j'ai un peu menti. J'ai un peu écrit le making-of durant mon trajet à New York. Et il y a 2 jours de congé où j'ai passé la journée à écrire un autre scénario. C'était vraiment le fun. Je pense que vu que c'est pas moi qui ai planifié ces vacances-là, qu'elles m'ont été
imposé, entre guillemets. Je dis pas que je voulais pas y aller, au contraire. Ça a beaucoup facilité mon processus de relaxation que ma tentative de break en octobre. Donc, mes projets futurs, si je m'impose une pause, je crois que le premier truc à faire, c'est de fermer toutes les applications où les gens peuvent me contacter. Durant mon trip à New York, j'étais jamais sur mon cell. Quand j'étais avec mes amis, j'avais pas mon cell. Pendant mon break en octobre, je continuais à regarder mon téléphone, dont le compte Instagram du procès, le groupe Messenger, ce qui me donnait juste une envie, c'était de recommencer les répétitions. En tout cas, pour la prochaine fois, je le saurai. Voilà, l'épisode 4 est fini. J'espère qu'il vous a plu. Il vous reste un épisode à écouter, à savoir l'épisode 5 qui se penche sur le dernier mois de répétition, le mois de janvier, les générales et une mini rétrospective des représentations. À plus!